Bonjour à tous, bienvenue sur la cinquième vidéo de la chaîne L'ordre et la preuve. Aujourd'hui, on va traiter des probabilités. On va couvrir à peu près 90% de ce qu'il faut savoir en probabilité au niveau première. Je traiterai des statistiques et de ce qu'on appelle les lois de probabilité, qui est assez proche des statistiques dans une autre vidéo, mais qui devrait sortir prochainement. Donc, il faut savoir, c'est que sur ce chapitre-là, disons que les calculs ne sont pas complexes, mais il y a pas mal de vocabulaire et il y a des formules qu'il faut surtout ne pas mélanger, parce que là, on peut avoir, on va dire, quelques confusions qui peuvent être vite faites. Donc, on va voir ça tout de suite. En gros, une probabilité, c'est quoi? Eh bien, c'est un événement qui va être matérialisé par un nombre entre 0 et 1 et qui mesure la chance que cet événement se réalise. Donc si la probabilité vaut 1, bah, l'événement est impossible. Si elle vaut 1, alors c'est certain. On rencontre ça dans des situations classiques, comme par exemple lancer un dé équilibré, lancer une pièce, tirer une carte dans un jeu bien mélangé, etc. Une expérience aléatoire, c'est une expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat à l'avance avec certitude, même si on répète l'expérience dans les mêmes conditions à chaque fois. Donc par exemple, pour un dé, hein, les résultats possibles, ça serait 1, 2, 3, 4, 5, 6, si c'est un dé à 6 faces, et puis pour une pièce, ça serait pile ou face. L'issue, elle, c'est le résultat possible de l'expérience aléatoire. Et une issue est dite favorable si elle réalise l'événement que l'on étudie. L'univers est noté en général oméga, la lettre grecque. C'est l'ensemble de toutes les issues possibles. Pour un dé, par exemple, bah, ça serait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis pour une pièce, ça serait soit pile, soit face. Un événement, c'est un ensemble d'issues. C'est donc un ensemble de résultats. Et attention, hein, un événement n'est pas une issue. Une issue, c'est un résultat unique. Un événement, lui, peut en contenir plusieurs. Donc, je donne un exemple. Obtenir un nombre pair sur un dé à 6 faces, ça correspond aux issues suivantes 2, 4, 6. Obtenir un 6, ça correspond à 6. Obtenir un nombre inférieur à 3, ça correspond à 1, 2. Alors, un événement élémentaire, c'est un événement qui ne contient qu'une seule issue. Donc ici, par exemple, obtenir un 6, c'est un événement élémentaire. Un événement impossible, bon, bah, c'est effectivement un événement qui ne peut pas se produire. Donc par exemple, obtenir un 7 sur un dé à 6 faces avec des valeurs de 1 à 6. Un événement certain, lui, bah, on sait qu'il va se produire. Donc la probabilité vaut 1. Donc par exemple, sur un dé à 6 faces avec des valeurs de 1 à 6, bah, ça serait d'obtenir un nombre entre 1 et 6. Et puis sur pile ou face pour une pièce. Donc maintenant, c'est là où on peut avoir un peu de calcul. On va commencer avec les événements contraires. Donc deux événements sont contraires si l'un se réalise exactement quand l'autre ne se réalise pas. Donc si A est un événement, son contraire se note A bar ou A contraire. Et la formule à connaître par cœur, c'est P A bar égale à 1 moins PA. Et parce qu'en effet, parce que l'univers est toujours matérialisé par 1, donc si on veut P A bar, hein, c'est-à-dire l'événement contraire à A, ben, on va faire 1 moins PA, tout l'univers moins la probabilité de A. Deux événements sont incompatibles, souvent on dit disjoints, s'ils ne peuvent pas se produire en même temps. Donc, par exemple, obtenir un 1 et obtenir un 6 sur un dé. Ça, c'est pas possible. Consécutivement, ça l'est, mais en même temps, c'est pas possible. Si deux événements sont incompatibles, alors leur intersection est vide. Et c'est là où on dit A intersection B qui est égal au vide, hein. Alors, on ne dit pas intersection, en fait, on dit A inter B. C'est plus rapide. Alors, les événements équiprobables, bah, on dit qu'un modèle est équiprobable lorsque toutes les issues ont la même probabilité. C'est le cas d'un dé équilibré ou d'une pièce équilibrée, par exemple. Donc, pas effectivement, hein, sur une pièce, pile et face, si la pièce n'est pas pipée, normalement, c'est 50% de chance. Et puis vice-versa, hein, sur un dé à 6 faces, obtenir un 6, un 1, un 3, un 4, un 5 ou un 2, ça sera toujours une chance sur 6. Avec ça, on peut dessiner ce qu'on appelle un arbre de probabilité. Et l'arbre de probabilité, il a, on va dire, sa propre configuration. Déjà, il est constitué de nœuds. C'est un point de l'arbre, un sommet en fait. On va voir ça un peu plus tard. Ça correspond en fait à une situation où une information a déjà été acquise. La racine, c'est le nœud de départ. Les nœuds intermédiaires correspondent à des étapes. Et par exemple, on sait que A est réalisé. Donc quand on va progresser dans l'arbre, en fait, on va atteindre des nœuds intermédiaires. Et enfin, on a les nœuds terminaux, qu'on appelle aussi plus communément les feuilles. Et ça correspond à une issue finale d'un scénario. Donc par exemple, eh bien, j'ai acheté une voiture et je n'ai pas eu d'accident avec. Donc on progresse
dans un arbre, dans une arborescence de scénarios. Et puis c'est comme ça qu'on va voir après comment on calcule les probabilités. Alors, il y a ce qu'on appelle des branches, hein, donc c'est un segment orienté qui relie deux nœuds entre eux. Ça représente une transition, et en gros, c'est comme si on disait, à partir de cette situation, eh ben, on passe à telle autre. Sur chaque branche, en fait, bah, on écrit une probabilité, et souvent, c'est une probabilité conditionnelle. Donc, on va le voir après. Un chemin, c'est une suite de branches qui va de la racine vers la feuille. Donc, en gros, un chemin, c'est un ensemble de scénarios complets. Et donc, l'arbre de probabilité, tel que je disais, bah, en gros, c'est un schéma avec des branches qui représentent des expériences en plusieurs étapes et une ou plusieurs expériences. Et chaque branche porte une probabilité de passer d'un événement au suivant. Et c'est ça l'outil principal de ce chapitre. Passons maintenant au dur du cours. Il faut comprendre un peu les opérations qu'il y a entre événements. En gros, A intersection B signifie A et B, c'est-à-dire que les deux événements se produisent. A union B dit bah, c'est soit l'un, sous l'autre, mais au sens large. Donc au moins l'un des deux se produit, éventuellement les deux, mais au moins l'un des deux y est. Et ça nous donne la formule d'addition générale qui est très importante, qu'on voit avec les intervalles d'ailleurs, enfin, on voit ce type d'écriture, c'est P de A union B qui est égal à P de A plus P de B moins P de A inter B. Alors j'ai fait un petit schéma pour expliquer d'où vient ce moins A inter B. En fait, il faut s'imaginer des assiettes. À gauche, vous avez des événements incompatibles. Donc quand les événements sont disjoints ou incompatibles, en fait, bah, là on peut dire que A union B, c'est P de A, c'est-à-dire tout l'univers de A, plus l'univers de B. Par contre, quand vous avez des événements qui sont compatibles, c'est-à-dire dont une partie est au moins jointe l'une à l'autre, bah, c'est comme si vous preniez des assiettes. Mais pour que ce soit au même niveau, bah, il faudrait que sur l'une des deux assiettes, eh bien, vous cassiez un arc de cercle qui puisse bah, coller l'autre assiette à l'autre. Donc c'est pour ça qu'en fait, quand vous réfléchissez 2 secondes, vous pouvez prendre une assiette complète, donc admettons A, mais il faudrait casser un morceau de l'assiette B, et c'est en fait ce morceau-là qu'on retranche dans la formule. Donc là, je vous ai fait une matérialisation avec vue du dessus et vue de côté, où on voit bien que effectivement, on a 2 assiettes et on est obligé de retirer une intersection. Et cette intersection qu'on retire, c'est bien P de A inter B. Pour vous faire comprendre sur la partie droite, c'est que l'union, en fait, c'est bien l'assemblement de A et de B. Donc là, effectivement, on a bien la partie en jaune hein, qui s'associe l'une à l'autre. Ensuite, pour ce qui est de l'événement contraire qu'on a déjà défini, mais là c'était pour vous le montrer de manière plus schématique, en fait l'environnement, l'ensemble A, il appartient à une zone dans l'univers qui lui est oméga. Mais il y a aussi tout ce qui n'est pas A, et c'est le reste de l'univers. Et donc là, en l'occurrence, le cadre gris, le rectangle gris, constitue l'intégralité de l'univers, et ça, c'est effectivement l'ensemble A plus l'ensemble contraire de A. Oméga, c'est bien égal à 1, et quelle que soit la valeur de A, elle sera complétée ou compensée par la valeur de A contraire. Et vice-versa, vous avez un autre schéma, c'est qu'on peut effectivement exprimer A union B, et puis A union B contraire, et effectivement, bah, on retrouve que oméga, hein, l'intégralité de l'univers, c'est bien A union B plus tout ce qui n'est pas A union B. Il y a aussi quelque chose à savoir, c'est que ça ne tombera pas au bac, mais c'est bien de s'en rappeler, c'est que dans un environnement, en fait, dans un ensemble, vous avez des éléments. Donc, par exemple, si dans une classe, là ici, vous avez 3 élèves et il y en a un qui fait spé mathématiques, et puis dans une autre classe, vous avez 4 élèves, et puis c'est une classe qui fait spé espagnol, et ben vous allez avoir ici, dans l'intersection, un élève qui fait à la fois espagnol et mathématiques. Et donc là, on comprend qu'on peut compter le nombre d'éléments dans des ensembles. Donc le cardinal ici, il matérialise la façon dont on compte les éléments. Le cardinal de A dans mon exemple, c'est 3. Le cardinal de B, c'est 4. L'intersection de A et de B, bah, ça fait 1. Il y a un seul élève qui ferait maths et, et espagnol. Pardon. Et l'union, c'est l'intégralité des événements dans les deux ensembles. Et donc là, en l'occurrence, ça serait égal à 6. On compte bien effectivement
3 élèves chez A et puis 4 élèves chez B, mais il y en a un qui est compté entre guillemets 2 fois, donc il faut le retirer au moins une fois. Ce qui correspondait justement à l'intersection dont je vous parlais, tout à l'heure dans les événements, compatibles. Un schéma de Bernoulli, bah, c'est une expérience avec 2 résultats. En général, c'est succès, échec. On représente ça par un arbre à 2 branches avec, bah, comme je vous l'avais déjà dit, hein, A et son contraire A bar. Donc en gros, si P de A est égal à X, automatiquement, maintenant on connaît la définition, hein, c'est que P de A bar, c'est égal à 1 moins X. Donc si par exemple X est égal à 0,3, bah, P de A égale à 0,3, et donc P de A bar est égal à 1 moins 0,3, ça fait 0,7. Le conditionnement apparaît quand on dit quelle est la probabilité de B, sachant que A est déjà réalisé. Alors attention, parce que ça peut commencer à faire mal à la tête, donc n'hésitez pas à poser la vidéo et à reprendre si nécessaire. La formule de probabilité conditionnelle, c'est égal à, et ça se lit comme ça, P de B sachant A. Donc le petit A qu'on voit, hein, attention, ça veut dire sachant que. Et ça, c'est égal à P de A inter B divisé par P de A. Alors bien évidemment, il faut que P de A soit différent de 0, parce que sinon, c'est pas possible. Donc on dit ça, hein, probabilité de B sachant A. L'interprétation est fondamentale, puisqu'en fait, c'est comme si on disait, bah, parmi les cas où A arrive, quelle proportion correspond aussi à B? Et donc, ici, on a une formule des probabilités composées, là, en bas à droite, qui dit que, bah, en gros, P de A inter B, ça fait P de A fois P de B, sachant que A est déjà réalisé. Et donc, dans l'exemple, hein, P de A égale 0,3. Et si P de B sachant A égale 0,2, alors P de A inter B égale 0,3 fois 0,2. Et donc, ça donne 0,06. Il y a une formule qui est assez importante. Souvent, c'est là qu'il y a des confusions. Elle s'appelle la formule des probabilités totales, où là, en fait, c'est comme si on se disait, il y a plusieurs chemins qui mènent au même événement. Donc, la probabilité de B, ici, dans mon exemple, en fait, c'est la somme des probabilités de tous les petits chemins qui mènent à cet événement. Donc, P de B égale à P de A inter B, plus P de A bar inter B. Puis, avec la formule décomposée, bah, on peut calculer, donc, hein, P de B, c'est égal à P de A fois P de B sachant A, plus P de A bar fois P de B, sachant que A bar est réalisé. Donc c'est exactement ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. Plusieurs chemins mènent au même événement. Et donc on additionne ces chemins. Alors, à droite, je me suis permis de prendre une citation. Alors c'est plus un théorème que j'ai vu dans un livre qui me semble tout à fait parlant, qui rappelle un peu les lois de Kirchhoff pour ceux qui font de l'électrocinétique. Donc un livre que je recommande hautement pour les révisions du bac, hein, qui est en fait première spécialité maths, qui est coécrit par Nicolas Nguyen, Emmanuel Schneider et Stéphane Daniel, qui est un livre jaune qu'on trouve en général dans plusieurs grands distributeurs pour ne pas les nommer, qui peut être aussi acheté en ligne en seconde main à un bas coût. Et le chapitre est très très bien fait. Il y a notamment un théorème en 9.5 qui résume à peu près les grandes lois de probabilité qui sont attendues ici, eh bien, au niveau première épreuve anticipée du baccalauréat de mathématiques. Donc, il y a la loi des nœuds, qui en fait est la somme des probabilités qui sortent d'un nœud vaut 1. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que vous allez arriver à un nœud, là, que j'ai matérialisé avec les grands cercles, en fait, eh ben, il faut se dire que quel que soit le scénario que vous allez prendre, l'ensemble de ces scénarios qui relient le nœud vont être forcément égal à 1. Ensuite, vous avez la loi des chemins, c'est le produit des probabilités sur chaque branche. Et la loi des probabilités totales, bah, c'est celle que je viens de nommer. En gros, c'est qu'on peut prendre plusieurs chemins pour arriver au même événement. Donc, si on veut vraiment la probabilité d'un événement, il faut additionner tous les chemins qui relient à cet événement. Il y a souvent une question de réflexion générale qui est posée au bac si jamais on vous fait un exercice, un petit exercice à 4 ou à 5 points avec plusieurs questions. En gros, il faut garder à l'esprit que les probabilités, ça permet d'estimer des chances que quelque chose arrive. Mais parfois, ces chances sont plus ou moins biaisées. Et donc, quand on parle d'indépendance, en fait, bah, on veut savoir si le sachant que, en fait, ne change rien. Donc, autrement dit, c'est comme si on disait, si A et B sont indépendants, alors P de B sachant A, c'est égal à P de B. Parce que on va le voir après, mais il faut savoir, c'est que vous pouvez avoir des circonstances qui fait que un événement peut avoir une influence sur un événement d'après. Et là, en l'occurrence,
vous pouvez avoir, par exemple, des élèves qui sont fatigués ou pas fatigués et il y en a qui vont avoir des bonnes notes et des mauvaises notes et puis on va se rendre compte qu'effectivement, les élèves qui sont dans le contexte, alors ça sera toujours donné ou en tout cas ça sera à vous de les calculer, on se rendra compte que les élèves qui sont fatigués, ils vont avoir tendance à avoir plus de mauvaises notes que les élèves qui ne sont pas fatigués. Alors on pourrait imaginer fatigués parce que bah, tout simplement, ils ont eu cours de sport avant les examens parce qu'ils ont, on va dire, des cours de sport juste avant un horaire d'examen. Voilà. Donc l'indépendance, il faudra toujours se dire, en fait, il faut toujours se rappeler, est-ce que, en fait, j'arrive à retrouver cette égalité qui est que bien P de A inter B égale P de A fois P de B, et surtout, si P de B, c'est-à-dire l'événement total P de B, est bien égal à, en fait, P de B sachant A, c'est-à-dire l'événement précédent. Et si on trouve que l'égalité n'est pas vérifiée, bah, ça veut dire qu'il y a une dépendance directe. Donc passons maintenant à un exercice type bac qui devrait pouvoir retranscrire ici, ou en tout cas reparcourir toutes les notions qu'on a vues aujourd'hui. Donc on est dans une usine avec des ampoules avec trois machines, M1, M2, M3. Chaque machine a un taux de production, c'est-à-dire qui va représenter un pourcentage total de la production. Mais ces machines, elles produisent des ampoules qui sont à la fois conformes et d'autres qui sont défectueuses. Et chacune de ces machines a un pourcentage qui lui est propre. Donc pour la machine M1 et M2, en fait, elles ont un taux d'ampoules défectueuses produites de 2%, et la troisième, elle a un taux à 4%. Et donc maintenant, on va rentrer dans l'exercice. Donc je vous invite à poser la vidéo et on va corriger ça tout de suite. Alors c'est parti. Pour la question 1, on demande de calculer la probabilité que l'ampoule provienne de la machine M3. C'est assez direct ici parce qu'il faut utiliser la loi des nœuds. Donc la loi des nœuds reviendrait à dire, bah voilà, le pourcentage de production, bah, c'est 100%. Et donc c'est mon univers oméga. Il y a trois branches possibles. C'est que la première branche, c'est M1, l'autre, c'est M2 et l'autre, c'est M3. Donc en partant du principe que de toute façon, c'est 100% moins 45% moins 35%, et ben, il reste bien 20%. Voilà. Donc ça se fait plutôt tranquillement. Ensuite, pour la question 2, donc calculer la probabilité que l'ampoule provienne de la machine M1 et soit défectueuse. Donc là, en fait, c'est la loi des chemins. Donc il suffit simplement en fait de faire P de M1 inter D, et donc ça fait 0,45 fois 0,02, et donc ça fait bien 0,009. Alors, on peut commencer à faire un arbre à partir de là pour modéliser la situation. Donc on se rend bien compte que avec la question 1, bah, on arrive à trouver qu'il y a bien 20% de la production qui est assurée par la machine M3. Donc c'est sur la troisième branche de la première épreuve, hein. La première épreuve, c'est toujours les premières branches. Et ensuite, sur la deuxième épreuve, eh bien ici, on a modélisé les ampoules qui sont défectueuses et celles qui ne sont pas par débarre. Et donc, ça fait bien, en utilisant toujours la loi des nœuds, hein, 1 moins 0,02, et on trouve 0,98 et 0,96 pour le troisième nœud. Alors, revenons à la correction de l'exercice. Question 3. Montrer que la probabilité d'une ampoule tirée au hasard soit défectueuse. Donc là, c'est, encore une fois, il faut regarder en fait les probabilités totales. Il faut calculer P de M1 inter D, P de M2 inter D, P de M3 inter D, et on fait la somme de tout ça. Parce qu'effectivement, on veut la totalité des ampoules qui soient défectueuses. Et donc, il faut utiliser la loi des probabilités totales. Et donc, on trouve, sans trop de difficulté, on trouve 0,024. Alors après, question 4. Sachant que l'ampoule tirée est défectueuse, donc là, c'est probabilité conditionnelle, tout de suite, il faut se rappeler la formule. Quelle est la probabilité qu'elle provienne de la machine M2? Donc, il suffit de poser le calcul tout simple. C'est le seul moyen d'y arriver à coup sûr, parce que souvent, les élèves, quand ils y vont à l'intuité, ils se trompent toujours. Il faut poser la formule par cœur. Donc là, on nous dit que, sachant que l'ampoule est tirée défectueuse, donc déjà, on sait que le P, tout de suite en bas, on va mettre le petit d. Et donc, du coup, on va chercher quelle est la probabilité que ça provienne de la machine M2. Donc, ça fait P de M2 sachant D. Donc, en haut, c'est simple, c'est P de M2 inter D. Et en bas, c'est l'opposé ou plutôt le conjoint de M2. Donc, ça va être P de D. Si on a écrit P de M2 sachant D, et bien du coup, en bas, ça sera P de D en bas de la fraction. Donc sans difficulté, en fait, on reprend le calcul qui avait été fait avant. Donc on trouve qu'en haut, ça fait 0,007, hein, P de M2 inter D. Et puis en bas, attention, c'est P de D total.
c'est-à-dire toutes les ampoules qui soient défectueuses. Donc là, c'est 0,024 et donc on trouve que ça fait 0,29 à peu près. Et enfin, c'est là la question qui peut être un peu piège, qui demande un peu de réflexion, un peu de recul, qui sera probablement posée au bac s'il y a un exercice de ce genre, en tout cas un exercice de probabilité avec plusieurs questions, aux épreuves anticipées. Les événements, l'ampoule provient de la machine M1, donc P de M1, et l'ampoule défectueuse, P de D, sont-ils indépendants? Et donc là, en fait, il faut tout de suite poser la formule de l'indépendance. Il faut dire, est-ce que P de A inter B est bien égal à P de A fois P de B? Donc ça, c'est la formule. Donc vérifions. Donc on l'applique. P de M1 inter D est égal à P de M1 fois P de D, sachant M1, et donc ça fait 0,09. Donc ça, on l'avait déjà calculé avant, d'accord? C'était dans la deuxième question. Maintenant, vérifions. P de M1 fois P de D, donc P de M1, c'est facile, c'est 0,425, c'est donné dans l'énoncé. Et ensuite, on avait calculé, par la formule des probabilités totales, que P de D, c'est égal à 0,024. Et donc, on trouve 0,0108 et qui est complètement différent de 0,009. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que P de M1 inter D est différent de P de M1 fois P de D, et donc M1 et D bah, ne sont pas indépendants, ils sont liés. Et en fait, quand on regarde un peu, quand on regarde l'arbre, en fait, bah, ça paraît complètement logique puisqu'il y a une machine qui fait plus d'erreurs que les autres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire qu'en fait, dans le lot d'ampoules qui sont produites et qui sont défectueuses, il y en a une qui va avoir le plus d'influence. Donc, si jamais on la retire, bah, il va y en avoir beaucoup moins par rapport aux autres. Si les machines avaient, on va dire, une capacité équiprobable à produire des ampoules, là, il n'y aurait pas eu d'influence. Mais là, en l'occurrence, comme les probabilités sont différentes, il y a clairement en fait une influence des machines à créer des ampoules plus ou moins défectueuses. Et c'est ici la réflexion qu'il faut avoir sur l'énoncé. Voilà, j'espère que cette partie court sur les probabilités avec l'exercice enfin vous a aidé à pouvoir acquérir les notions. J'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes révisions. N'hésitez pas à lâcher des likes ou à poser des questions en commentaire et surtout, vive les mathématiques!